Bienvenue à l'émission Femmes investir ou investir. Bienvenue dans Femmes s'investir ou investir, l'émission où la voix des femmes trouve son pouvoir, son audace et sa vérité. Ici, on parle d'ambition, de courage et d'impact. Chaque mois, j'inviterai des femmes qui osent bâtir, créer et transformer. Des femmes qui ont choisi de ne pas attendre la chance, mais de la provoquer. Parce qu'investir, ce n'est pas seulement parler d'argent. C'est investir dans sa vision, dans son potentiel et dans sa capacité à inspirer le monde. Alors que tu sois entrepreneur, future investisseuse ou simplement une femme en quête de sens, ce podcast est ton espace. Un espace pour apprendre, pour vibrer et te rappeler que tu es ton premier capital. Ici, on déconstruit les limites et on célèbre la puissance des femmes qui décident de s'investir pour mieux investir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer une très grande dame, une dame qui a fait de très belles choses, qui part de rien et aujourd'hui qui a fait tellement de choses et je suis ravie, en tout cas je suis bénie de la voir dans mon cercle. Vous ne la connaissez peut-être pas encore et pour certains vous la connaissez. Je vais vous présenter, en tout cas je vais la laisser peut-être se présenter. Bonjour Maria. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, et toi? Je suis très contente de te voir aujourd'hui et je pense que les personnes qui vont nous écouter en tout cas seront bénies de t'avoir parce que tu es la preuve que les femmes peuvent faire de très belles choses. Alors déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Mariam, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi, l'état civil, c'est Simpara, épouse Bill Kataria, mariée, mère de 4 enfants. Voilà, je vis à Metz, dans la ville de Metz. D'accord. Et chef d'entreprise? Chef d'entreprise. Exactement. Voilà. Il y a des commerces et tout. D'accord. C'est très bien parce que Mariam, aujourd'hui, tu as bâti un empire. Tu fais partie des personnes en tout cas qui ont dit, qui se sont dit qu'elles ne vont pas laisser la vie décider pour elles, mais qu'elles vont se frayer un chemin. Exactement. Tu es arrivée en France il y a quelques années. Tu es arrivée en France, tu avais quel âge? J'arrive en France à 22 ans. À 22 ans, tu es encore jeune. En Très tout cas, tu arrives en France et tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. La rage de réussir, la rage de me battre, parce que je me dis, une femme ne doit pas attendre un homme. Une femme doit devenir quelqu'un, elle doit se construire. Et ensemble, c'est main dans la main qu'on devient quelqu'un, quoi. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je tiens quand même à préciser que Mariam, tu as plusieurs afro-shops, Oui. En passant par magasins africains, restaurants, salons de coiffure. Aujourd'hui, tu as investi complètement dans les commerces africains. Et comment est-ce que tu as commencé? Parce que je pense qu'on les voit beaucoup, les magasins africains, mais est-ce que ça rapporte? Toutes ces questions-là, on va vraiment prendre le temps d'étudier tout cela. Mais pour un début, avec combien est-ce que tu as commencé? Et pourquoi est-ce que tu as fait les magasins? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Donc, si tu peux prendre le temps de nous répondre. Avec combien, on ne va pas aller sur un chiffre, on va dire comment il faut commencer. Okay. Parce que souvent, les gens ils veulent entreprendre, mais ils voient déjà gros, ils voient grand. Exactement. Moi, entreprendre, ce n'est pas de voir grand après, mais commencer petit. Parce que toute chose commence par des étapes. On commence par une fondation. On commence, on se dit que je veux me lancer, je veux me battre. Moi, j'ai commencé de rien. J'ai commencé à la maison. J'ai commencé à donner des flyers dans la rue aux gens, ici à Metz, des gens qui m'ont connu. J'arrive à Metz ici en 2004. J'arrive à Paris en 2002, à 22 ans. Et cette rage-là de réussir, cette rage de me construire, de ne pas dépendre d'un homme, me dit que je dois réussir et puis l'homme vient et ensemble on devient un. Donc j'arrive à Metz et puis je me dis je commence parce qu'il faut commencer. Il faut commencer, il ne faut pas se dire je dois avoir un financement, je dois avoir un prêt bancaire ou il faut qu'un homme me donne ou bien il faut qu'une tante. Non, je me suis dit je commence avec les 10 doigts. Qu'est-ce que je sais faire? Ok, je sais coiffer. J'adore cuisiner, c'est une passion. Et j'ai commencé comme ça. Soit c'est la coiffure ou soit c'est la restauration, les gens me commandaient à manger. Mais déclaré bien sûr. À l'époque, ce n'était pas auto-entrepreneur, mais on appelait ça micro-bic. On allait aux impôts, on se déclarait et puis on faisait les choses chez soi, mais déclarées. D'accord. Donc si je comprends bien,
tu as commencé, tu as fait de tes 10 doigts finalement ton capital de départ. Exactement. Donc c'est vraiment des tresses que tu lances un magasin plus tard. Waouh. Si on devrait chiffrer à peu près, tu as lancé le magasin avec combien? Si tu peux nous dire à peu près, il faut avoir combien dans sa poche pour pouvoir lancer un magasin? Pour commencer le magasin, ça n'a pas été évident parce qu'ici les banques et tout, au début quand je suis allée les voir, ils me disent pour ouvrir un magasin Afro Shop, ils ne croient pas. Parce que c'est des choses afro, ils ne savent pas ce que c'est. Pourtant il y avait une étude de marché, j'étais suivie par Alexis. J'ai fait l'étude de marché, business plan, tout était déjà planifié et tout. Je vais les voir, ils me disent non, avec ça on ne peut pas vous suivre, on ne peut pas vous passer des sous. Je me dis quoi? Je dis bon ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas m'asseoir, baisser les bras. Je dis bon, je vais aller aux États-Unis, me battre, sachant que j'avais 2 enfants, bas âge. Hein. Mon fils avait 2 ans, ma fille avait 7 mois, je venais juste de la célébrer. Donc je vais dire à une femme ici qui s'est dit non, j'ai des enfants qui sont de très bas âge, je ne peux pas me lancer. Non, moi j'appelle ça la paresse. La paresse, oui. Lève-toi. Les enfants ne doivent pas être un frein pour ton avenir parce que tu dois te construire et puis en même temps les éduquer. Tout va de pair. Donc c'est comme ça que je dis, je vais aller aux États-Unis. Bien entendu, en parlant avec mon époux. C'est-à-dire, quand on s'est mis ensemble, on allait sur une base, quelque chose de clair, clarifié et tout. Moi, j'avais ma vision, il avait sa vision. Et il a épousé ma vision. Donc je lui ai dit, à l'époque, il allait en mission, il était dans l'armée, 4 mois de mission. Et quand il est revenu, je lui ai dit, moi je vais aller aux États-Unis aussi pour tenter. Parce qu'ici, les banques françaises ne veulent pas suivre. Je vais aux États-Unis et dans la coiffure, je sais travailler de mes 10 doigts. Pourquoi rester ici et puis attendre? Ou bien me dire, ou bien me morfondre sur moi. Non, il ne faut pas se morfondre. Il faut s'élever. Si on te dit que c'est à Tokyo que tu dois récolter les fonds, lève-toi, va à Tokyo. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais aux États-Unis pendant 4 mois et demi coiffé, épargné. Cet argent-là, à l'époque, le dollar était très bas. Je me suis dit, pourquoi ramener cet argent-là ici en France? Ça va devenir tout petit. Donc j'ai investi tout dans la marchandise, dans des perruques que j'achetais à $10, $9, $11, $12, que je suis venu revendre ici à 35 Et ça euros. passait? J'ai tout vendu comme des petits biens. Tout. Il n'y a rien qui est resté. Ah ouais. Donc en vrai, tu es parti aux États-Unis, tu as acheté carrément, tu as acheté la marchandise, la matière première, on va dire ça comme ça, tu es revenu en France, tu as tout vendu. Voilà. C'est ce qui a constitué ton capital de base, de départ. Est-ce que je vais dire comme ça? Ça a été un départ, mais je suis reparti en 2008. D'accord. En 2008, tout ce que j'ai eu énormément d'argent. Je vais investir encore dans les mèches et là, je me fais arnaquer. Je perds tout. Mais quand je dis tout, je perds tout. J'ai recommencé tout à zéro. Mais je ne me suis pas découragée parce que là, quand Dieu doit ouvrir les portes pour quelqu'un, quand Dieu doit te bénir, le diable aussi a sa main dedans. Il va te faire croire que ce n'est pas possible, ça ne va jamais arriver, que tu te leurres. Je n'ai pas baissé les bras. Je dis, c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'on tombe. Ça peut arriver qu'on tombe. C'est pas grave, tu tombes. Il faut savoir te relever, enlever la poussière, puis te dire que le meilleur est à venir. D'accord. Donc du coup, et là, quand tu perds, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Quand je perds, c'est un coup dur. Mais je me suis dit, toi, je sais quoi faire. Je sais faire à manger. Je reprends, mais je vous dis, avec 200 euros, 250 euros, j'ai une tante qui me faisait venir des Brésiliennes, qui est à Paris. Je lui fais un coucou de passage. Pour la tête. Voilà. Donc c'est comme ça que je reprends avec 250 euros. J'achète des Brésiliennes. Elle me faisait les 8 pouces à pas trop cher, à 20 euros, 25 euros. Et je sais coiffer. Donc j'ai acheté pour 250 euros. Donc quand tu coiffes une personne, au moins c'est 3 paquets, 2 paquets, 3 paquets. Et c'est comme ça que je vais me faire un capital. Mais je ne vais pas me décourager parce que pour moi, je suis ivoirienne. Chez nous on dit découragement n'est pas ivoirien. Donc je ne me suis pas découragée. Je me suis dit c'est pas grave. S'il faut reprendre, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on n'a pas peur. Moi je n'ai pas peur de reprendre. Je n'ai pas peur de reprendre à zéro. Même tout ce que j'ai, si on m'enlève, qu'on me dépose à Abidjan, c'est-à-dire j'ai les idées sont là. Et avec ces idées-là, on crée. Avec ces idées-là, c'est-à-dire ces idées-là, c'est de l'argent. Il faut avoir la volonté. Et c'est comme ça que je reprends et tout de zéro. Quand on va dire un mois, paf, l'argent est monté, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Moi-même, je ne croyais plus. J'ai dit waouh. Et là, ça, c'est en 2008. Donc, 2008 jusqu'en 2009, j'ai continué à coiffer, mettre de côté, épargner,
fais attention aux dépenses. Parce que souvent, on ne fait pas la part des choses. On se dit qu'on a des enfants, on va aller acheter des vêtements trop chers. Moi, j'allais dans les associations. À lui, j'achetais des vêtements à 1,50 €, mais propres, bien lavés. Des fois, des vêtements de marque et tout. Et moi-même, j'achetais aussi des choses pour moi. Parce que je me suis dit, je dois épargner, je dois mettre de côté et tout. Le temps n'est pas là au gaspillage. Parce que souvent, les gens veulent entreprendre et puis ils ne font pas la part des choses. Ils veulent entreprendre, l'argent rentre, ils ont de l'argent, mais ils prennent, ils veulent paraître, ils veulent s'habiller. Exactement. Les deux ne vont pas ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai mis de côté. D'accord. Ah mais honnêtement c'est inspirant parce qu'on voit là quelqu'un qui aurait eu toutes les raisons en réalité d'abandonner. Partir et te faire arnaquer tout ton capital parce que tu t'es déjà fait une bonne somme et tu pars quand même, tu perds tout ton capital. Donc ça veut dire que quand tu passes par Tata encore pour relancer le business, elle te ramène des mèches, tu te reconstitues un nouveau capital. Et du coup, c'est de ce capital-là que tu pars pour lancer ton premier magasin. C'est là où je vais lancer le premier magasin. Mais moi, j'ai une question. Pour moi-même, personnellement, je me dis, je serais venue en France, c'est pas forcément le magasin africain auquel on pense tout de suite. Pourquoi le magasin africain du coup? Pourquoi le magasin africain? Comme je disais, quand j'arrive en France, je fais 2 ans sur Paris, j'habite à Paris. Et donc j'ai la famille sur Paris et on allait souvent sur Paris voir la famille. Et c'est comme ça que les gens ici à Metz me demandaient « Oh là là, quand tu vas à Paris, tu peux me ramener un carton de tilapia, tu peux me ramener ci. » Donc j'allais à Château-Rouge, j'ai acheté avec mon argent et je venais le livrer chez eux. Des fois la facture fait 30 €. Il y en a qui me disent « Mais oh là là, c'est 30 €, mais tu peux me donner à 25 €. Oh !» Alors là, je paye le carburant, je ne demande même pas le carburant et j'achète en gros à Paris, je viens leur donner à ce prix-là. Et là, j'ai vu que, attends, c'est pas écrit sur mon front, attends. Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas Mère Teresa. Et mon mari me disait, attends, tu es l'abbé Pierre ou bien tu es Mère Teresa, c'est quoi ça? Et j'ai vu que c'était trop, c'était abusé. Et c'est là où m'est venue l'idée de vendre. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, je ne vous ramène plus rien. Déjà, de un, quand je vais à Paris, vous ne me donnez pas de l'argent. Je prends moi-même mon argent pour acheter, puis je viens et je vais vous livrer parce qu'ils ne viennent pas chercher chez moi. Il faut aller chez eux. À Wapi, à Bellecroix, à la Grange au Bois. Je vais chez chacun. Personne ne paye le carburant. Personne ne paye le péage quand on va à Paris à des retours. Donc, je pense que Dieu utilise souvent des situations pour nous pousser, pour nous révolter et puis nous donner l'envie là de vendre. Donc j'ai mis une balance sur moi et puis j'avais mes congélateurs. Voilà comment j'ai commencé. Tu commences à la maison du coup? À la maison. C'est ça que je dis, à la maison déclarée. À la maison. Attends. Donc tu commences et le salon de coiffure à la maison et même la vente de produits exotiques à la maison. Oui. Wow. Sans faire la concurrence aussi déloyale aux autres personnes. Parce que là, le magasin que je tiens, c'est Papa Godet, big up à toi, de passage. C'est lui qui avait le magasin. C'était le premier qui avait le magasin. Il avait le magasin depuis 2002. Et c'est comme ça que j'allais le voir. Des fois, j'achetais la marchandise. Quand j'allais pas à Paris, j'allais le voir, j'achetais en gros avec lui. C'est-à-dire, je travaillais avec lui. La collaboration, c'est tellement important. C'est là où, c'est ça qui va m'ouvrir les portes plus tard. Parce que nous ne sommes pas ennemis. Parce que souvent, je vois d'autres personnes, quand on fait la même activité, on devient comme... Voilà, ça devient de la sorcellerie, en un mot. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Et c'est comme ça que je travaillais avec lui. Il savait que je vendais à la maison, il m'envoyait des clients pour faire la coiffure. Et des fois, quand j'ai besoin des cartons de tilapia, je partais acheter chez lui 10 cartons, 20 cartons, il savait. Et je revendais chez moi. Et je faisais à manger aussi. Oui, je faisais à manger. Des fois, quand je n'avais pas de coiffure, je faisais à manger. Les gens me commandaient des plats d'attiqués, poissons, parce que c'est une passion, la cuisine. Donc, je faisais ça aussi en plus. En fait, je pense que tu as su capitaliser sur ton savoir-faire pour pouvoir te dire je ne me repose pas parce que je n'ai pas d'argent, je ne me repose pas sur mes lauriers. Je vais utiliser et tes 10 doigts pour coiffer. Tu vas utiliser tes 10 doigts pour faire à manger aux gens finalement. Et les personnes qui t'envoyaient et en gros qui te demandaient d'aller à Paris, prendre la marchandise, tu les as utilisées même après comme client pour ton... Oh, c'est impressionnant quand même. Mais pour revenir à la première question, parce que quelqu'un certainement se dit, si on devrait chiffrer, parce que oui, tu as expliqué, tu t'es donné les moyens pour avoir un capital de base. Est-ce que tu es passé par une banque déjà pour te financer ton premier magasin? Une banque, comme je disais, je dis les banques n'ont pas voulu me suivre parce qu'ils disent que c'est un projet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas ce que c'est. Mais mon mari, comme il me soutenait
soutenait beaucoup, il m'encourageait. Il m'a dit qu'il y avait le défi jeune, c'est le ministère des Sports et tout. Ici, en tant que jeune entrepreneur de moins de 25 ans, on donne des subventions, des aides. Et c'est comme ça qu'il va me dire, va t'inscrire et tout. Je suis allée m'inscrire, donc l'État donne 5 000 euros. Minimum 5 000, ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai lutté pour qu'on puisse me mettre sur la liste. Parce que même pour me mettre sur la liste, le monsieur, le jour-là, il me dit non, il ne me met pas sur la liste. Il m'a posé des questions en comptabilité et tout, sachant que j'ai fait la comptabilité. Et je lui ai dit non, je ne suis pas obligée de comprendre la comptabilité. Je ne suis pas obligée de répondre à vos questions. Mais toutes les personnes qui venaient derrière, ils mettaient les noms sur la liste sans même poser des questions. Et là, ce jour-là, j'ai eu très mal. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, ça se voyait. Parce que j'ai cette couleur de peau là. Ça a été difficile. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Le lendemain, j'ai pris une couette et je suis allée. Je lui ai dit, écoute bien, l'État français dit qu'il donne des subventions aux jeunes entrepreneurs de moins de 25 ans. Il n'a pas nommé voilà, de couleur de peau. Il n'a pas dit des jeunes qui ont le titre de séjour ou bien la nationalité. Il dit jeunes entrepreneurs. Donc je suis là. Moi, je ne bouge pas d'ici. Et c'est comme ça, tous ceux qui venaient mettaient sur la liste. Je suis restée avec lui jusqu'à midi, et donc 11h30, 11h40, 45, il a commencé à éteindre les lumières, il pensait que j'allais. Je dis, je ne bouge pas. Donc il n'a pas eu le choix, il m'a inscrit sur la liste. Donc souvent, il y en a qui vont être confrontés à des choses difficiles, qui vont baisser les bras. Moi, je ne baisse pas les bras. C'est là où je retourne, je pleure. Je prends de la force, de l'assurance, je reviens en charge. Donc c'est avec ces 5 000 euros que je vais continuer aussi à coiffer à la maison, à vendre des choses et tout. Et acheter la marchandise aussi aux États-Unis parce que je faisais venir des trucs, je partais vendre dans des salons. Donc quand j'ouvrais le magasin, pour répondre à ta question, quand j'ouvrais le magasin, j'avais comme marchandise en mèche 15 000 euros de stock de mèche. Et je commence avec, je vais dire, avec le cash, 5 000 euros, 7 000 euros, pas plus que ça. Parce qu'il faut payer la caution, il faut refaire la peinture dans le local, il faut faire les rayonnages et tout, c'est pas évident. Et puis on ne te suit pas. Et la caution, les cautions, à l'époque c'était 3 mois, 2 ou 3 mois de caution, et puis un loyer en cours. Donc ça fait beaucoup. Et c'était difficile. Donc c'est comme ça que je commence. Avec ce petit montant-là et tout. J'ai des personnes qui venaient dans le magasin qui rigolaient. Oh là là, il n'y a pas grand-chose dans le magasin. C'est encore vite. Voilà. D'accord, bon, on ne savait pas que c'était le début d'une grande aventure parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves quand même avec plusieurs magasins. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée et j'avais envie de revenir là-dessus concernant ton mari qui a épousé la même vision que toi. Ça, c'est difficile, surtout pour les femmes, d'avoir la vision et de trouver le mari qui épouse cette vision-là et qui accepte déjà cette vision. Comment est-ce que tu as pu justement emmener ton mari à épouser ta vision? Comment j'ai emmené mon mari à épouser la vision? Déjà, le choix du conjoint est tellement capital parce qu'on ne choisit pas n'importe qui. Il faut voir quelqu'un avec qui vous vous accordez parce que vous n'êtes pas des ennemis. Parce que je vois des foyers où des gens, c'est comme si c'est la rivalité. Non. Dieu dit quoi? Que l'homme, c'est-à-dire que quand on se met ensemble, on devient une seule chair. On devient un. Et quand on devient un, c'est-à-dire quoi? On va dans le même sens. On ne va pas dans les sens opposés. On a la même vision. Et quand tu dis que tu aimes réellement quelqu'un, c'est-à-dire que tout ce qui va faire plaisir à la personne te fait plaisir. Exactement. Et tu partages. C'est-à-dire que tu veux voir la personne épanouie. Et c'est l'homme que Dieu m'a donné. Et c'est-à-dire, il fait tout pour que je sois épanoui. Il m'a boosté. Lui, c'est vrai, au départ, j'avais peur même. Il me dit, au lieu de rester à la maison, regarde le monde que tu as derrière. Regarde tous les clients qui viennent. C'est mieux d'ouvrir un magasin et tout, et de te lancer dedans. C'est vrai que j'ai ma mère qui était là dans le secret, qui priait aussi. Parce que ma maman aussi me disait, je te vois dans un magasin. Le Seigneur me dit que tu vas ouvrir un magasin. Je te vois dans un magasin. Et puis avec la prière. Mais j'ai eu l'homme derrière qui, franchement, qui a assuré et qui me boostait, qui me poussait. Au départ, j'avais peur. Au départ, j'étais un peu, je dis, est-ce que je vais y arriver? On craint un peu. C'est vrai que j'ai l'assurance en moi, mais en même temps, je me dis, mais c'est un gros challenge. Venir en France, ouvrir un commerce, et toi seul, tu fais comment? Il faut faire les papiers, il faut faire les démarches. Je vais gérer comment la clientèle, comment je vais faire. Voilà. Après, de ce que tu dis, si tu n'avais pas eu peur de ton rêve, c'est qu'il n'était pas assez grand. Parce que parfois, le rêve doit être effrayant pour que tu saches que tu es sur le bon chemin. Ah ben, c'est très bien. Alors, il y a une chose
pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas, il y a une chose qu'on remarque chez toi et qu'on admire d'ailleurs beaucoup, c'est que toute ta famille pratiquement travaille dans ton magasin, dans tes magasins. Aujourd'hui, tes enfants travaillent, ta maman travaille, tes frères et sœurs travaillent. D'habitude en Afrique, on dit quand tu inclus la famille dans ton business, c'est la ruine assurée. Mais toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir justement aussi faire épouser ta vision et faire en sorte que toute ta famille puisse te suivre? Parce que je pense qu'il y a aussi un gros challenge là derrière, mais ça reste finalement comme un business ou une entreprise familiale. Tu vois, comment est-ce que tu as réussi ce challenge-là aussi? Ouais. Quand je dis tout part de la fondation. Quand je veux parler de mes enfants, quand j'ouvre le magasin, ma fille avait 3 ans, mon fils 5 ans. Ils étaient tout petits. Et donc, pour emmener quelqu'un, emmener tes enfants à épouser ta vision, c'est de commencer déjà tout petit. Tout petit, ils venaient au magasin. Je les inscris déjà dans une école juste à côté du magasin. Donc, ils prenaient leur pause au magasin. Ils voyaient comment maman faisait, comment maman se battait, comment papa se bat, comment on va chercher la marchandise. Au départ, avec ma fille, j'ai commencé sur les calculatrices, même avec mon fils. Quand quelqu'un achète un paquet de chips, c'est 1 euro. Ok, on lui donne 2 euros. Tu dois rendre combien? 1 euro. C'est comme ça ça a commencé. On te donne 5 euros, tu dois rendre comment? Les calculs. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à aimer. Tu vois, les pousser à les mettre dedans, mais tranquillement, sans forcer, mais gentiment. Et ils épousent ta vision, ils épousent ton idée. Et c'est comme ça que les enfants ont commencé à s'adapter. Parce qu'on n'attend pas qu'ils soient très grands pour dire qu'ils ont 14 ans pour commencer. Il faut commencer déjà dès le bas âge. Et dès le bas âge, ils épousent ta vision. Et pour ma maman, elle aime, elle est passionnée de commerce et tout. Et c'est quelque chose, c'est des valeurs, c'est des choses que nous sommes dedans. Les arrières, mes grands-parents aussi étaient commerçants. C'est comme ça qu'ils quittent le Mali, s'installer en Côte d'Ivoire, c'est du commerce et tout. Et maman faisait du commerce, mes frères aussi étaient là avec elle dans le commerce. Et avant de venir, je leur ai dit, je leur explique, je leur parle, je communique beaucoup et tout. C'est des magasins, voilà comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et puis tout doucement et tout. D'accord. Voilà. Si on doit faire un petit retro, parce que quand je t'entends parler, je me rends aussi compte que c'est finalement un peu dans l'ADN de la famille, le commerce, l'entrepreneuriat, le business. Mais si on doit vraiment refaire un petit focus sur ta personne, à l'époque, quand tu étais beaucoup plus jeune, est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale ou alors c'est la France qui te pousse un peu à te battre, surtout que tu viens toute seule et tu es assez jeune quand tu viens? Est-ce que tu étais déjà assez entrepreneur dans le passé? Moi déjà, comme je dis souvent, il y a des enfants qui naissent et ils savent ce qu'ils veulent faire de leur vie. Je suis un cas parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, qui vont te dire non, moi je voulais être artiste chanteur, je savais et tout. Et moi, ça c'est depuis toute petite. Je vais parler d'une anecdote. J'étais au CP2, dans le quartier où j'habitais, je suis allée prendre des bonbons au lait, des toffees d'une grande sœur du quartier, où je suis allée vendre à l'école, me cacher pour vendre. Parce que ça bouillonnait en moi, je sentais que c'était ça. Et j'aimais vendre. C'est-à-dire, je savais et je le disais. Je disais souvent, je disais à un moment, tu sais, moi, je vais à l'école pour te faire plaisir. Moi, je serai une commerçante import-export. Moi, c'est dans le commerce. Et je disais ça. Et maman n'aimait pas au départ. Parce que pour elle, va à l'école, faire des études, faire les voilà. Et mes tantes prenaient ça et tout pour se moquer d'elle. Des fois, elles m'appelaient, Mimi, viens, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, moi, je serai une grande commerçante import-export. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai fait pas mal de petits commerces à Abidjan et tout avant de venir. Pendant les 2 mois de vacances, moi, j'ai vendu des beignets au bord de la route. J'ai pas honte. Pour moi, vendre, c'est, je sais pas, ça me fait vivre, ça me fait renaître. Je sais pas, c'est que quand tu es passionné de quelque chose, c'est comme le souffle de vie pour moi. Ça. Donc c'est... Ça bouillonne en toi. Ça bouillonne. Tu as juste envie de le faire. J'ai vendu des chaînes brésiliennes et tout dans les écoles où j'allais. J'ai commencé des commerces avec 1000 francs CFA, des serre-têtes quand j'étais en 6e et tout, où j'ai acheté à 100 francs CFA pour les gens qui savent. Et je partais revendre à 350, 450. Ah ouais. Donc, le commerce et moi, et puis c'est un don. Souvent, je dis aux gens, c'est un don, je ne force pas. Parce que souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait? Non, c'est un don. Et que je commence, dès que j'ai commencé, je vous dis, j'ai commencé les serre-têtes, les bandeaux comme ça, les barrettes, avec 1000 francs. Mais je vais à l'école, il y a tout qui part comme des petits pains. Je finis de vendre et
j'achète combien? On va dire 10. 350, ça me fait quoi? 3500 tout de suite. Et 3500, je prends tout, j'investis encore dans la marchandise. Quand je vais, je vends comme de petits pains, tout part. À un moment donné, ma grand-mère me disait, elle dit, on va à l'école pour chercher l'argent, pour travailler et avoir l'argent. Toi, tu es à l'école, mais tu es déjà riche. En fait, tu avais le mindset depuis toute petite. Voilà. D'accord, mais c'est admirable de le dire. Enfin, surtout aussi que je pense qu'on est nombreuses. En tout cas, quand une femme est entrepreneur, quand elle naît avec cette fibre entrepreneuriale-là, tout ce qu'elle a envie de toucher, elle a envie de le commercialiser. Quand elle a envie de le vendre, elle a envie. Mais parfois, beaucoup ont peur. Beaucoup se cachent. Beaucoup ont peur du jugement des autres. Là, aujourd'hui, tu dis, quand tu étais à l'école. Donc, ça signifie qu'à l'école, tu n'avais pas à te soucier de ce que ta camarade tu vas dire. Non, tu te contentais de faire ce qui te passionne, ce qui bouillonne en toi. Et aujourd'hui, tu en es là. Donc, c'est finalement le cumul de plusieurs petites choses que tu as fait dans le passé, de plusieurs petites entreprises. Même si les personnes, parfois, on peut sous-estimer les débuts modestes. Mais finalement, c'est ces débuts modestes-là qui nous permettent de construire des empires comme toi aujourd'hui. Donc, je suis totalement... je me sens enrichie en tout cas de t'entendre parler comme ça parce qu'il y a certainement des jeunes filles, des jeunes dames, des femmes comme nous qui sous-estiment ce qu'elles ont, qui sous-estiment leur potentiel et qui sous-estiment l'environnement dans lequel elles sont. Toi, tu as su capitaliser sur ton environnement. Tu t'es dit, tu es au milieu des personnes qui ont besoin. Tu as vu le besoin. Elles avaient besoin que tu achètes des cartons de tilapia à Paris. Elles avaient besoin que tu ramènes de la marchandise de Paris, chose qu'il n'y avait pas à Metz. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as capitalisé sur ça pour pouvoir te créer un business. Parce que de toute façon, je pense qu'on aura toujours la cible. Il y aura toujours une cible pour nous. Donc, je pense que c'est très encourageant, en tout cas, ce que tu dis. Et si on devrait un peu parler de tes autres business. Tu as dit, je pense, parmi tes différentes entreprises, tu as un salon de beauté, restaurant africain. Donc, je suppose que c'est aussi du fait que tu coiffais dans le passé que tu t'es dit, je vais investir aussi dans un salon de coiffure. Mais la bonne question aussi, c'est, est-ce que tout ça, c'est rentable? Pour ouvrir, quand je me suis assise, quand je me suis dit, je vais ouvrir le magasin, je me suis dit quoi? Je ne vais pas ouvrir le magasin parce que le magasin que je vais reprendre, c'est deux personnes qui avaient Papa Godet d'abord et puis il a vendu à un monsieur qui a fait faillite. Et quand je me suis assise pour analyser, je me suis dit bon, je ne vais pas prendre quelque chose et puis aller faire faillite. Donc il faut pouvoir payer les charges, il faut pouvoir payer les trucs et le loyer est conséquent. Donc je fais comment? Ok, quand j'ouvre, je me suis dit à la base je suis coiffeuse, donc je vais faire un salon de coiffure. Il y a 120 mètres carrés, je vais faire un salon de coiffure. Je vais faire des transferts d'argent, c'est quelque chose qui n'existait pas. En Europe, ça n'existait pas. C'est moi qui envoie l'idée. Quand je vais aux États-Unis, je vois une dame qui a un salon, qui a un magasin de cosmétiques, que cosmétiques, et elle fait des envois d'argent, que ça. Et moi, j'ai associé les idées, je me suis dit, bon, je vais coiffer une cliente qui vient, qui fait un transfert d'argent, a envie de se dire, ah, il y a du gombo là, j'achète le gombo. Je me suis dit, j'ouvre, je ne vais pas faire que cosmétique et rajout, je vais mettre aussi de l'alimentaire dedans. C'est comme ça que c'est-à-dire, quelqu'un qui veut entreprendre, tu as des idées, c'est-à-dire que ça descend, ça coule, tu ne forces pas. Ça coule, tu n'as pas besoin de copier quelque part. Les idées te viennent, tu es assise et puis ça vient, ça coule. Et c'est comme ça que j'ouvre le magasin et puis je me suis dit, je fais comment on dit, voilà. Tout en un. Je vends les recharges téléphoniques. Quand tu veux acheter les cartes, tu veux acheter les barras à l'époque et tout, tu viens. J'avais ça, j'avais un grand stock. Mais j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé tout doucement et tout. D'accord, donc tu as commencé et en magasin alimentaire, oui. Et à côté la coiffure. Je faisais la coiffure, moi-même je coiffais. Et quand j'ai ouvert, je n'ai pas embauché parce que je sais que je ne peux pas payer. Je ne serai pas en mesure de payer. Je ne vais pas prendre quelqu'un et puis l'exploiter. Dieu dit quoi? L'homme doit travailler à la sueur de son front pour avoir son pain quotidien. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, l'exploiter et puis te dire que toi tu vas avancer. Dieu ne va pas bénir. Tu ne peux pas être béni. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on veut entreprendre. Il y a des choses qu'il ne faut pas. Donc je me suis dit, je vais me battre. Et c'est comme ça que je me suis battue. J'ouvrais 6 jours par semaine. C'était pas évident. J'arrivais à travailler 5 jours. Le 6e jour, mon mari m'aidait. C'est lui qui venait travailler et tout pour que je puisse me reposer. Donc je coiffais, j'alternais. Des fois, je suis en train de coiffer. Il y a des gens qui viennent, ils veulent faire des transferts. Je cours, je viens faire les transferts, je vends et tout.
C'est vrai que c'est pas facile, mais quand on a la volonté, quand on est déterminé et quand on sait ce qu'on veut de sa vie, quand on a une vision, une grande vision, on n'a pas peur de se lancer, même quand c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas facile, c'est difficile. Il y a des journées où quand je finissais, je rentrais chez moi, je m'asseyais, je pose mon sac dans la cuisine, je me mettais à pleurer. Et c'est de là que te vient l'idée d'ouvrir un deuxième magasin. L'idée d'ouvrir un deuxième magasin, je vais dire, je crois en Dieu et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je vais dire ça à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un aussi qui veut entreprendre, qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est compliqué, c'est difficile. Tu ne peux pas entreprendre si tu n'as pas Dieu à la première place. Moi, j'ai Dieu à la première place dans la vie. Et il me conduit, il sécurise mes pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il y a des épreuves, mais tu es conduit. Le deuxième magasin, je sentais en moi que je devais ouvrir un magasin à Borny. Je le sentais, je vivais ça. Et bien avant d'ouvrir le magasin à la rue des Allemands, ça, je vivais ça. Et quand j'ai ouvert la rue des Allemands, j'étais là un jour. Et puis la voix me dit, va à Borny. Il pleuvait, sous la pluie, va à Borny. Va demander s'il n'y a pas un local à louer. Et c'est comme ça que j'arrive à Borny. Mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Il dit, va demander. Va dans tel magasin, demande. Et je demande. Le monsieur me dit, ah, j'ai mon oncle qui a un local au 8 boulevard d'Alsace. Il vend, mais de bouche à oreille, il n'a pas marqué devant qu'il veut vendre. Va le voir. Dis-lui que tu viens de ma part. Et c'est comme ça que je prends la voiture, je vais devant le magasin. Et je rentre. Et le monsieur, je le connaissais. J'avais l'habitude d'aller acheter des courses, de faire des courses chez lui. Et je lui dis, ah, j'ai appris que tu veux vendre ton magasin. Il me dit oui. Et puis on a discuté. Mais ça allait tranquillement. Et quand il m'a dit, oui, si tu veux acheter, viens, donne-moi une avance de 2 000 €. Je te réserve et tout. Mais la présence de Dieu était sur moi. Je sais que tant que ce n'était pas validé, quand je finis de parler avec le monsieur, que j'ai conclu, je me suis sentie soulagée. C'est comme ça que j'ouvre le deuxième magasin. Sans l'aide de la banque. Et puis il me dit, comment tu veux payer? Et c'est comme ça que je vendais à la rue des Allemands. Et je lui ai dit, tu m'attends, donne-moi 3 mois ou bien donne-moi tel nombre de mois. Et c'est comme ça que je vends. Je mets de côté, je me mets à fond. La coiffure, je pouvais coiffer 3, 4, 5, 6 personnes par jour. Les heures, je ne vous dis pas, je ne regarde pas les heures. Parce que quand tu fais quelque chose, tu te donnes les moyens, tu mets les moyens et tout. Et c'est comme ça et tout. Le deuxième magasin, à la vue du jour, j'ai pris un peu de stock à la rue des Allemands parce que j'avais du stock pour alimenter. Et je suis allée aussi en Chine, acheter la marchandise et tout. Donc bien avant ça, j'étais déjà allée en Chine. Donc je faisais venir la marchandise en gros, je faisais en gros et tout. Donc voilà comment le deuxième magasin a vu le jour. Incroyable, sans crédit. Sans crédit. Sans crédit. Ça, c'est une envie. Ça donne des idées. Tu es parti chercher dans des villes où il n'y a pas de magasin africain encore pour se positionner parce que je pense que quand on est de l'extérieur et qu'on regarde les magasins africains, on se dit, bon, forcément, toutes les entreprises ouvrent en gros avec un crédit. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises, sans exception, que ce soit restaurant, magasin, même le dépôt, parce que tu as un dépôt, sans crédit. J'ai eu un financement à un moment. Ça, c'était pour payer la caution. Okay. Une des cautions. Mais c'est 5 000 €. Ok. C'est que ça que j'ai pu obtenir. Okay, donc... Parce que quand j'ai fait le défi jeune, parce qu'il fallait passer devant des jurys et tout, j'ai tellement bien parlé de mon projet, tellement et tout. Les membres du jury étaient unanimes sur mon projet. Ils m'ont fait un dossier au NACRE. Le NACRE, c'est un organisme de l'État qui donne des subventions, qui donne des aides à taux zéro. Donc eux, ils m'ont octroyé un prêt de 5 000 € et il fallait aller voir la banque pour que la banque donne aussi 5 000 € pour valider les 2 montants. Mais la banque a refusé. Ils m'ont dit, on ne croit pas. Quand on vous refuse une fois, on ne croit pas à votre projet. On n'est pas sûr que vous allez pouvoir payer. On n'est pas sûr 2 fois, 3 fois. À un moment de donner, on se décourage. Moi, je me suis dit, je ne compte plus sur la banque. Je me bats comme je peux. Je mets les moyens de mon côté et tout. Je coiffe, je vends les mèches. Une personne vient se coiffer et tout. C'est 3 paquets, c'est 4 paquets, c'est de gros montants. Et voilà. Et je me suis fixé sur ça. Et je me suis dit, plus de crédit. Parce que là, ça m'a donné une rage. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'on te dise non 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est décourageant. Et puis, ça fait prendre un coup. Donc, je ne vais plus aller vers la banque. Le 3e magasin aussi, pareil. Il y a quelqu'un qui prend une photo et puis il me dit, si tu rates ça,
tu as raté ta vie. Quand j'ai lu le message, c'est comme si c'est Dieu qui me parlait. C'était fort. Et on fait une prière. Ma maman était là, on fait une prière. Et puis on dit, Seigneur, si c'est pour nous, permettre que le propriétaire, quand il nous voit, qu'il ait envie de nous louer, qu'il soit tellement content de nous voir. Mais si ce n'est pas pour nous, ferme les portes. On a une prière qu'on fait. Quand on arrive et tout, pour aller visiter le local, ma maman, mon mari et moi, on va visiter. Quand on arrive, le propriétaire nous voit, il nous dit, il y a quelqu'un qui a proposé 300 € plus cher que vous, mais je ne sais pas, je sens en moi que c'est à vous que je dois louer, que vous êtes une bonne famille, vous êtes une famille bien. Et c'est comme ça que je vais avoir le 3e magasin. Je vais prendre la marchandise aussi dans le premier, dans le deuxième, pour alimenter. Et puis aller étape par étape, au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et je fais attention à mes dépenses. Je ne suis pas quelqu'un qui est dépensier, qui va aller mettre dans les sacs de marque, dans les vêtements de marque, pour se dire que je dois paraître. C'est pour prouver quoi à qui? La seule personne à qui tu as besoin de prouver quelque chose, c'est ton hier, ton toi d'hier en tout cas. Voilà. Donc je pense que c'est très bien. Quand on t'entend parler, il y a beaucoup de choses qui te donnent la rage. Je pense que tu es quelqu'un à qui un nom peut révolter. Ah oui. Et très souvent, on dit ces personnes, c'est les personnes qui ont un antécédent. Si aujourd'hui on te demande, c'était quoi ton pourquoi qui te donnait la rage de réussir dans la vie? Parce que depuis tout à l'heure, on t'entend dire que j'avais la rage, par exemple, ça m'a révolté, ça m'a donné la pêche pour aller chercher. Mais quand je te regarde, je me dis, il y a forcément une situation aussi qui t'a donné envie de te donner les moyens pour réussir. Et selon toi? Je vais dire 2 situations. La première, c'est mon père. C'est mon père qui me disait, franchement, je ne peux pas payer tes études. Va voir ta mère qui s'occupe de toi. Je ne pourrai rien faire pour toi. Dis à un enfant, si tu veux aller à l'école, tu viens rester avec moi, parce que mon père biologique habitait au Mali. Si tu veux habiter en Côte d'Ivoire avec ta mère, qu'elle se démerde avec toi. Et à un moment, j'étais en classe de 4e, ma maman traversait des moments difficiles et tout, c'était pas facile de payer le loyer et l'école. Et c'est comme ça qu'on venait me chasser de l'école. J'avais envie d'aller à l'école, j'avais envie de faire mes études. Et quand on vient te dire, on dit Saint-Para, lui, t'as pas payé ta scolarité devant tout le monde. Sors dehors, prends tes affaires dehors. Et ça m'a donné la rage. Je me suis dit, je dois réussir. Je veux montrer à cet homme-là qu'il a fait le mauvais choix, qu'il a pris la mauvaise décision. Moi, je dois réussir. Je dois me battre. Et c'est ça qui m'a donné cette rage-là. Je me suis dit, je ne sais pas par où je vais passer. Je ne vais pas faire n'importe quoi, mais je vais travailler honnêtement. Je vais faire des choses dignes de ce nom et lui montrer que il aurait dû. Quand je t'entends parler, je me dis aussi, tu étais certainement jeune, très belle, parce que tu es une très belle femme. Et donc, certainement, à ta jeunesse, tu vas encore être le canon. Tu aurais pu avoir, en tout cas, à ce moment de la jeunesse, on a toutes les voies qui nous sont ouvertes. On a les bonnes voies, on a les voies du travail, on a la voie de l'école. Mais on a aussi d'autres voies, la voie facile. Et je pense qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on est sujet à ce genre de propositions. Je pense que c'est peut-être ton cas où tu me diras, tu aurais pu te détourner en tout cas du chemin de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille aujourd'hui qui veut choisir la voie facile? Moi, je dis que ce n'est pas une bonne voie parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des demi-dieux, moi je dis, sur la terre. Et puis, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ce n'est pas quelque chose et tout. Donc, pour pouvoir réussir, c'est les étapes de la vie. Il faut accepter d'être petit. Il faut accepter les faibles commencements. Il faut accepter d'être humilié. Exactement. Parce qu'entreprendre, il y a l'humiliation qui va avec. J'ai connu l'humiliation, j'ai connu pas mal de choses. Comme je dis, j'arrive en France à 22 ans. Et j'arrive en France à 22 ans sans papier. Sans papier, je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi. Je m'aime beaucoup. Et puis, je crois en moi. Et j'ai mis Dieu au centre de ma vie. Et je me suis dit, ce corps-là est sacré. Ce corps-là, non, je ne joue pas avec. C'est vrai qu'on m'a fait des propositions, parce que j'avais fait le ménage à la Défense à Paris et tout. Il y avait un magasin Zara qui devait ouvrir et on m'avait
sollicité pendant 3 jours pour pouvoir faire les nettoyages. Et les vigiles du centre commercial, ils s'appelaient, venez voir, venez. C'est vrai que j'étais très belle parce que toute petite, je faisais des élections Miss et tout. Dans ma tête, j'allais être mannequin et tout. Donc, voilà. Donc, ils venaient, viens, venez voir. Toi, tu fais le ménage? Non, ma chérie, ça ne te ressemble pas, tu dois pas. J'ai dit, mais c'est quoi qui me ressemble? C'est un boulot digne. Je travaille à la cire de mon front pour avoir mon pain. Donc, il y a un d'entre eux qui me dit, ben, moi, je vais te trouver un boulot. J'ai un boulot pour toi. Et on se donne rendez-vous à Port d'Italie. Et je vais le voir et puis il me dit, oui, j'ai un truc pour toi. J'ai des contacts, j'ai même parlé de toi à Monaco, à Saint-Tropez, à Nice et tout. Des gens qui ont des yachts, qui ont des bateaux, qui ont tout et tout. C'est des gens qui peuvent te donner même sans même rien, même juste causer des 5 000, les 10 000 et tout. Je l'ai regardé et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Donc pour dire que en nous, on a la richesse. Et le diable, il voit. Donc, comment il va te détourner? Comment il va te faire croire que tu ne vas pas rentrer dans ta destinée? C'est-à-dire, il va déstabiliser ta vie. Il suffit que tu rentres dans des choses qui ne sont pas dignes. Dieu retire sa main. Et comme le diable savait que je suis appelé à compter des millions et des milliards, il va m'envoyer quoi? Des milliardaires. Et je vais me dire, oui, c'est pas grave, je vais juste aller causer et tout. Mais est-ce que tu sais ce qui va se passer? En partant juste causer, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ton verre? Qu'est-ce que... Donc je me suis dit, voilà, facilité. Non. Et si je dois revenir sur quelque chose que tu as dit tu es arrivé en France sans papier. Donc en gros, tu quittes quand même sans papier à ce que tu es aujourd'hui. Et certainement parmi l'auditoire, il y a des personnes qui vont nous écouter qui n'ont pas de situation au jour d'aujourd'hui. Et ça peut être très encourageant aussi de se dire qu'on peut partir vraiment de rien finalement. Quand on dit de rien, c'était toi qui fais venir tes parents, ta maman, il me semble. Donc finalement, tu as été aussi le catalyseur pour toute ta famille après, parce que c'est toi qui fais venir tes parents, ta maman, c'est toi qui fais venir tes frères et sœurs aussi. Et franchement, c'est très encourageant en tout cas de l'entendre, parce que tu viens un peu cocher toutes les cases finalement de cette personne-là qui n'avait pas... je veux dire, je ne pense pas que tu étais la personne la plus destinée en tout cas à réussir en France. Une chose est sûre, parce que celui-là qui a au moins toutes les cartes dans sa main pour réussir en France, c'est celui-là qui soit à l'école, qui a papa qui va subventionner son école, qui a un toit sur lequel il va dormir, mais toi tu es vraiment venu, tu étais celle-là qui avait... je vais dire le mauvais, le cheval sur lequel on a misé la perte. Tu vois, parce que venir sans situation, nulle part tu ne connais personne, tu viens de toi-même, et c'est très louable en tout cas ton parcours. J'avais une autre question concernant les personnes qui t'entourent. Quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, bizarrement, je ne sais pas, cet univers-là te fait découvrir des facettes des personnes. Donc tu as certainement eu des personnes qui t'ont trahi, tu as certainement rencontré beaucoup d'échecs. Est-ce que tu peux nous partager des échecs qui t'ont le plus marqué pendant ton trajet entrepreneurial? Ce qui m'a marqué. Une déception. Il y en a tellement. Qu'on n'arrive pas à faire le truc. Il y en a tellement et tout. Parce que entreprendre, c'est vrai que quand on entreprend, que tout bouge, que tout baigne, on n'a plus d'amis. On n'est pas préparé à ça. Parce qu'on se dit que les gens t'aiment, mais les gens te voient autrement. Or, toi, tu te dis que tu n'as pas changé, tu es la même personne. Et tu ne peux plus marcher avec les gens avec lesquels tu marchais. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais c'est eux qui ont du mal avec ta réussite. Parce que réussir, c'est-à-dire on n'est pas préparé au fait qu'on sera seul. Donc, tu es obligé de t'entourer des gens qui ont le même mindset que toi. Parce que vous allez vous asseoir, vous allez parler business. Tu ne vas pas t'asseoir et parler avec quelqu'un qui n'a pas cette vision-là,
Ça fait du coq à l'âne. Exactement, quelqu'un qui ne vibre pas à la même fréquence. Non. Donc, toi, tu es là, lui, il est là. Voilà. Du coup, il va voir comme de l'orgueil, il va voir C'est comme ça. si tu veux trop te vanter, comme si tu veux. Parce que quand tu vas parler, toi, tu parles avec les fournisseurs, tu vas parler en 30 000 euros ou bien 40 000 euros. J'ai un conteneur. Et puis, j'ai un entrepôt de gros à Wapi où je fais venir des conteneurs. Donc, quand tu vas t'asseoir pour parler de tes fournisseurs, tu vas dire, bon, attends, j'ai le fournisseur qui m'a envoyé la marchandise, j'ai 15 000 euros à régler de ci et de ça et tout. C'est pas pour te vanter ou bien pour montrer, non. C'est ton quotidien, c'est dans ça que tu baignes, c'est ton travail et tout. Donc, j'ai eu pas mal de déceptions, des amitiés qui se sont arrêtées et tout, brisées et tout. Des gens qui ont du mal à marcher avec toi parce qu'ils ne supportent pas, parce qu'on n'est pas préparé à ça, à la réussite et tout. Donc, si je veux donner des conseils à quelqu'un, prépare ton mindset. Dis-toi que quand tu réussis, la réussite est égale à solitude. Tu vas rester seul et tout. Tu dois marcher avec des gens aussi qui peuvent entreprendre, c'est-à-dire même créer une association, pourquoi pas, pour des femmes qui entreprennent, qui sont dans le business, où vous parlez le même langage, vous comprenez. C'est-à-dire, certaines personnes, quand ils viennent au magasin, quand on s'assoit, qu'on commence à parler de business, mais je voyage, parce qu'ils sont là, tout de suite, il y a les idées, je vais te donner des idées et tout, parce que comme je dis, moi, entreprendre, c'est un don. C'est un don. Donc, j'arrive à avoir les idées, ça coule. Je ne force même pas, ça coule. Donc, des fois, je suis là, je vais dire, par exemple, toi, je te vois dans ci ou bien dans ça, tu peux faire comme ci, comme ça et tout. Donc, exactement. Voilà. Exactement. Bon, c'est vrai qu'on a parlé du négatif, parlons du positif maintenant. Quelles sont les personnes qui t'ont soutenu dans ton parcours entrepreneurial? Parce que je pense que pendant que l'ennemi, entre guillemets, va venir nous combattre avec des personnes qui vont quitter et nous déstabiliser, il y a Dieu qui t'amène des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas du tout, des personnes qui ne te connaissent certainement ni d'Adam ni d'Ève, mais ce sont ces personnes qui vont vraiment te soutenir. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus soutenu et avec qui jusqu'à aujourd'hui vous êtes certainement encore en collaboration? Déjà, je vais dire merci à ma maman qui a été là, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a guidée, parce que c'est une battante. Elle allait travailler, elle travaillait dans des bureaux et tout, mais elle faisait du commerce, elle vendait. C'est ça qui m'a donné aussi cette envie-là de me lancer, de me battre et tout. Et même en France ici, quand elle est arrivée, elle est là, aux petits soins, elle aide et tout. Je vais parler aussi de mon époux, celui-là qui est là, qui m'aide. C'est-à-dire, on va dire, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Je vais dire, derrière une grande dame se cache un grand homme qui est dans le secret, dans le silence, qui travaille, qui ne se fait pas voir. Au départ, même quand moi je ne pouvais même pas conduire une petite voiture, pour dire une camionnette pour aller sur Paris acheter la marchandise, c'est lui qui conduisait. Il allait avec moi acheter la marchandise, on faisait les stocks, on arrivait souvent à minuit, 1h du matin. Il déchargeait la marchandise, il me dit non, assieds-toi. Pendant qu'on ne pouvait pas payer, on ne pouvait même pas employer et tout, de petites mains pour nous aider. C'est lui qui déchargeait toute la marchandise tout seul. Et il fallait aller dormir, se lever le matin, il se levait le matin à 7h, 8h, à prêter les enfants, aller les déposer à l'école et tout. Franchement, je lui tire mon chapeau. Sans lui dans ma vie, je me demande seul, non, je ne pourrais pas arriver à ce stade, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour ça qu'il faut pouvoir savoir bien s'entourer et tout. Ça, c'est la base. Et puis voilà, j'ai des employés aussi qui sont là, qui sont fidèles, qui sont à l'écoute, qui sont là et tout. C'est pas tout qui est négatif. C'est vrai qu'on a des gens qui vont venir. Pour moi, dans tout ce qui est négatif, il y a toujours des leçons à tirer. Moi, dans tout ce qui arrive comme épreuve, comme des choses négatives, il y a toujours un enseignement. Peut-être il y a quelque chose que tu dois corriger dans ton comportement ou bien par ta façon de faire et tout. Donc Dieu envoie des choses pour redresser juste et tout. Donc il y a des bons côtés. Il y a toujours des leçons à tirer. D'accord. C'est très loin. J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure quand tu as dit, quand on parlait des magasins de tes débuts, une question qui pourrait revenir en tout cas dans l'auditoire, est-ce que tu as fait des formations pour pouvoir justement apprendre? Parce qu'on n'apprend pas à être... on est un bon entrepreneur,
mais on n'est pas systématiquement un bon chef. On n'est pas systématiquement un bon leader. Est-ce que tu as fait des formations justement qui ont pu t'aider à gérer par exemple toutes les équipes? Parce qu'aujourd'hui dans tes différentes entreprises, vous êtes à peu près une quinzaine de salariés. Tu as à peu près une quinzaine de salariés. C'est bien ça. Est-ce que tu as fait des formations ou pas du tout? Au départ, je ne m'attendais pas à avoir plusieurs magasins. Je n'ai pas fait de formation. Donc je veux dire à quelqu'un qui veut entreprendre, c'est bien de se faire former. Parce que moi j'ai appris sur l'état. C'est pas évident et tout. Et je suis quelqu'un de base qui aime l'être humain. J'aime les gens. Et j'aime mettre les gens à l'aise. J'aime pas avoir quelqu'un qui vient travailler, qui a la main serrée et tout. Parce que tout le monde a des problèmes. Donc des fois, je les reprenais, mes employés, je leur dis, qu'est-ce qui va pas? Je fais du social. Parce que déjà, avant d'ouvrir les magasins, mon mari m'appelait quoi, la baby, Mère Teresa, assistante sociale. Parce que j'ai envie d'aider tout le monde. Donc quand quelqu'un est avec moi, j'ai envie de t'aider, je vais t'encadrer. Et donc j'ai ça en moi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je cause beaucoup, je vais parler et tout. Je détends l'atmosphère parce que je me dis, un chef, c'est pas un lion et tout. Il y a le respect qui est là, il y a des bases qui sont là, il y a des fondements qui sont là. Mais il faut pouvoir faire la part des choses. Si la personne ne peut pas se détendre en ta présence, qui doit avoir la boule au ventre pour venir travailler, c'est compliqué. Et c'est comme ça que je suis allée à... j'oublie le nom, une école, l'INSEA ou bien l'INSEA et tout. Voilà, qui est à la Grange au Bois. J'ai fait une formation en management et tout. Je suis allée faire une formation. Et le professeur, il était bluffé. Il me dit, je suis dépassé par vos connaissances et tout, par tout ce que vous... Parce que quand il me pose des questions, que je commence à développer, à parler, il me dit, mais vous avez appris tout ça sur l'état. Vous n'avez pas été formé et tout. Et il me dit, je voulais continuer les études et tout. Il me dit, mais ça, c'est une perte de temps. Parce que là, le niveau que tu as, on va laisser un bac plus 2, même plus que ça. Parce que là, tu arrives à encadrer et puis tu as la tchatch. Moi, le commerce, c'est, je sais pas, j'adore la communication avec les gens. Donc, pour t'emmener à acheter, pour moi, c'est, comme l'anglais dit, c'est easy. Je te prends tout de suite, je vois à peu près dans quel sens je peux t'orienter, tac, tout de suite. Et tu sais lire dans le même. J'arrive à lire. Et j'avais une, je vais dire, j'ai travaillé avec Emmanuela et tout. Big up Emmanuela, de passage. Je lui disais, tu sais, quand tu vois un client rentrer dans le magasin, tu le vois il faut le voir en 100 €, bien 200 €. Donc, non, c'est dans notre petite code, nos petits codes. Et donc, quand je vois un client rentrer, il dit, lui là, tu le vois en combien? Elle dit, tata, je le vois en 100 €. Il dit, ok, attaque. Donc, c'est un peu ça. Quand le client arrive, le client est roi. Quand on te dit roi, il doit être vraiment roi. Moi, je prends le panier. J'ai pas ce complexe-là. J'ai pas honte ou bien pour dire que l'orgueil. Non. Mon argent, je dis à Dieu, l'argent ne doit pas me monter à la tête. Je prends le panier et puis je vais vers toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de ci. Si je sais que tu es sénégalais, je vais commencer à te citer tous les produits du Sénégal. Si tu es camerounais, je vais te dire tous les produits qui viennent du Cameroun. Parce que tout ça, j'ai appris. Quand je vais faire les achats, je demande, c'est quoi les produits du Cameroun? On me dit ça, ça, ça. C'est quoi les Camerounais aiment manger? On me dit ça, ok. C'est quoi les Congolais aiment manger? J'ai appris. Et moi, mes origines, comme je dis, viennent du Mali. Donc les produits du Mali et du Sénégal, c'est un peu similaire. Et j'ai grandi avec des Togolais. Donc les produits du Togo et du Bénin, je connais. Donc du coup, pour pouvoir conseiller quelqu'un, c'est facile pour moi. Quand je sais tu es de quelle nationalité, tout de suite, je sais. Il y en a qui viennent, mais arrête, ça suffit. Diminue ta dose de médicaments sur moi. J'étais venue pour prendre juste 3 plantains, mais là, je me retrouve avec... Il dit, non, c'est pas grave. Maman, ça va aller, il faut prendre un peu. Non, c'est très bien ce que tu fais finalement parce que tu le fais peut-être consciemment, mais Action ou toutes les autres grandes surfaces, ils l'appliquent mais inconsciemment parce que nous on va rentrer avec un petit caddie parce qu'on avait prévu de prendre juste par exemple quoi, un stylo et on va sortir là avec le caddie plein. Mais toi par contre tu mets le contact humain, c'est-à-dire c'est pas les produits qui nous attirent, mais c'est toi qui fais en sorte, qui crée le besoin, qui fait naître le besoin de la personne et c'est magnifique parce que se voit directement que tu vois combien t'entends dans le cœur. Je pense que lui il vaut 200. Il est plus de 200, on veut ou pas. C'est très bien. Des fois, il y en a, excuse-moi, je t'ai coupé. Des fois, il y en a qui me disent non, je ne suis pas venue pour acheter. J'ai dit non, c'était juste pour te montrer, juste pour te conseiller. Non, il ne faut même pas prendre. Je ne veux même pas que tu prennes aujourd'hui. Et je fais toutes ces astuces-là. Ça fait comme si, ça. Non. Et moi, pour
vendre, c'est-à-dire, j'aime vendre des produits qui marchent. Je ne vais pas venir aussi te faire des blablabla. Non. Quand je te vends un produit, quand tu vas essayer, tu reviens, tu es content. Les gens sont satisfaits. Non, ce que tu m'as conseillé, vraiment, ça marche. Ça fait comme ça. Et là, ça instaure la confiance. Donc, quand ils viennent, Mariam est où? Non, si Mariam n'est pas là, moi, je n'achète pas. Il faut que Mariam soit là. Et ça m'a fatigué aussi. Parce que tu ouvres plusieurs magasins, les gens veulent te voir dans tous les magasins. Ce n'est pas évident. Donc, tu es obligé de former des gens. Et puis, il faut aussi créer le côté humain, le côté contact avec les gens. Ils viennent, ils causent, ça les détend. Il y en a qui ont envie de parler, je cause avec eux. Mais le fait de causer avec eux, qui se détendent, mais ça donne envie d'acheter. Naturellement. Voilà. Naturellement, tu faut qu'on dise. En tout cas, je sors de là avec... maintenant, quand je vais rentrer dans ton magasin, je me dis, combien est-ce qu'elle me vaut aujourd'hui? En combien est-ce qu'elle me vaut aujourd'hui? 100 euros, 500 euros. D'accord. Mais c'est très très bien en tout cas, Mariam. Merci pour ton parcours. Avant qu'on ne finisse, bientôt on va finir. En France, on a peur des paperasses administratives. Est-ce que ouvrir un magasin, ça demande quand même beaucoup de paperasses? En tout cas, ouvrir que ce soit un restaurant, un salon de beauté ou alors un magasin, est-ce que c'est beaucoup de paperasses administratives? C'est beaucoup de papier. C'est beaucoup de papier, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut aller vers les personnes qui maîtrisent. Il y a la chambre des commerces qui est là. Il y a la chambre des métiers, ça va dépendre. Moi, je parle de chambre des métiers parce que moi, à la base, je suis coiffeuse et tout. Je fais la restauration. Donc, nous, on dépend de la chambre des métiers. Et quand tu vas là-bas, tu as déjà quelqu'un qui doit t'encadrer, qui doit te guider, qui doit te dire comment faire les choses et tout. Et pour quelqu'un qui veut entreprendre, qui veut se lancer, c'est important de prendre un cabinet comptable, je ne vais pas dire un cabinet d'experts comptables, mais il faut prendre un comptable pour pouvoir gérer ta comptabilité, pour pouvoir faire les choses dans les normes et tout. Parce qu'il ne faut pas faire des choses à l'africaine. Parce que moi, je suis assez carré avec certaines choses. Parce que je me dis, quand tu ouvres, ce n'est pas pour échouer, ce n'est pas pour fermer, non. C'est pour ouvrir jusqu'à... Parce que sur mon cabinet, j'avais mis 99 ans. Jusqu'au dernier. Voilà. Donc, pour dire que quand on ouvre, on peut ne pas avoir des informations, on peut ne pas connaître, mais il faut pouvoir se former. Moi, j'étais suivie par Alexis et tout. J'allais à Pôle emploi, mais j'étais suivie par Alexis. Je me renseignais où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, mon parcours, je prends et tout sur mon compte TikTok pour booster les gens, pour aider la nouvelle génération, même l'ancienne génération, pour leur dire oui, même quand on te claque la porte au nez, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que si j'avais regardé, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs. Mais moi, ça, non. Quand ça arrive, ça me passe sous la peau. Je dis ça, c'est rien. Je dois tirer une leçon. Donc, ça veut dire que si le Crédit Agricole n'a pas accepté, c'est que je dois aller à la Société Générale, je dois faire comme si. Donc, je dois faire comme ça, je dois prendre ça autrement. Moi, je me dis, l'échec n'est pas une fin à soi. C'est-à-dire, échouer, c'est toujours bon. Ça fait partie du processus. Exactement. Et ça conseille, ça te positionne et ça te rend mûr, mature. Et ça t'aide. Parce que tu ne peux pas dire que tu entreprends et puis tu ne entreprends et puis l'échec vont ensemble. Parce que des fois, nous, on a envie, que quelqu'un qui va entreprendre, il n'a pas peur. Il se lance. Quand ça échoue, c'est pas grave. On reprend jusqu'à ce que ça marche. C'est très pertinent. D'ailleurs, tu me fais penser, ce que tu viens de dire me fait penser à un très grand auteur, j'ai oublié son nom par contre, mais je vais caricaturer un peu ce qu'il avait dit. Dans le livre de Richard Sanchez, Réveillez-vous et révélez votre richesse, l'auteur disait, pas l'auteur du livre, hein, l'auteur de la citation, qui disait « Tu n'as pas besoin de connaître 100% pour avancer. Tu as juste besoin de connaître 5% et les autres 95%, tu vas les apprendre en cours de route. » Donc ça veut dire que le 95% là aujourd'hui, tu les as travaillés, tu as eu le temps de tomber, de te relever, de tomber, de réajuster, de vraiment t'améliorer parce que même si on tombe, je veux dire, quand on se relève, la capacité de réussite est exponentielle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a perdu finalement parce qu'on a le sentiment qu'on perd beaucoup, mais parfois aussi que ce qu'on perd, on peut regagner beaucoup plus demain. Donc moi je pense que c'est très bien ce que tu dis et je suis parfaitement alignée avec ta pensée. L'échec fait totalement partie du processus de réussite dans l'entrepreneuriat. À la limite, j'ai envie de dire, si tu n'échoues pas, aie peur. Parce que aie peur. Oui, j'ai eu un coup dur. J'avais acheté de la marchandise en Chine, plus de 15 000 € de marchandise. Quand la marchandise arrive, je ne savais pas que c'était une marque déposée. Mais je ne savais pas, je n'étais pas informée. C'est les mèches Expression. Or, c'est des marques déposées. Je ne savais pas, je pensais que tout le monde pouvait vendre.
J'investis dedans. Quand la marchandise arrive, la douane saisit la marchandise et on me détruit toute la marchandise. 15 000 €. Mais c'est-à-dire, je me suis assise et puis j'ai levé la tête vers le ciel. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas perdu. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas multiplier et puis tu vas me renvoyer. Comment tu vas faire là? Moi, je ne cherche pas à savoir. Je ne cherche même pas à analyser pour comprendre. J'avais un seul magasin. Et c'est là où ça n'a pas duré. L'Esprit de Dieu me dit, sors à Borné. Et c'est là où je vais avoir le deuxième magasin. Et je lui ai dit, je vais approvisionner le magasin. Il vient de perdre tout l'argent. Comment? Et ma maman me dit, on ne va pas analyser, on ne va pas réfléchir. Ça va se faire comme ça va se faire. Je lui ai dit, apprendre sur l'État aussi est tellement merveilleux. C'est vrai, à l'école, c'est bien, il faut avoir les diplômes, il faut aller à l'école, il faut avoir et tout un parcours. Mais apprendre aussi sur l'État, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux et tout. C'est quelque chose qui conseille, c'est quelque chose, c'est-à-dire, c'est des expériences, c'est des choses que tu ne peux plus faire comme erreur. C'est ça. Bon, après, l'erreur reste un grand enseignant parce que, imagine-toi, aujourd'hui, ça avait été 15 000 €. Imagine-toi, à l'époque, tu n'avais pas perdu l'expression que tu avais fait ça peut-être sur les Brésiliens qui coûtaient extrêmement cher et qui étaient venus ruiner tout ton capital. Donc, j'ai envie de dire, tu avais l'impression que tu as perdu 15 000 €. Peut-être parce que c'est ce que tu pouvais te permettre de perdre à l'époque. Ok, avant qu'on ne termine, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes femmes, à la jeune fille, à la femme qui se dit, franchement, je suis arrivée en France sans papier, je ne sais pas si ça va donner pour moi, je suis là, je tourne en boucle, la préfecture ne me répond pas, ça fait 10 ans que je suis sur le territoire, mais je ne fais rien, elle se morfond. Ou alors à la jeune fille qui se dit, franchement, il n'y a plus rien à faire, il y a trop de magasins partout, est-ce que ça va même encore fonctionner? Je ne sais pas si je peux lancer mon restaurant, je ne sais pas si j'aurai des clients, je ne sais pas. En fait, toutes ces questions, tous ces mythes qu'on peut finalement se mettre dans la tête, toutes ces limites qu'on peut se donner, qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes? La première question déjà, si je veux parler à une femme qui arrive sans papier et tout, moi je veux dire à quelqu'un, dans la vie, il faut être clean. Quand je dis clean, parce que je vois certaines personnes qui utilisent d'autres personnes pour pouvoir avancer dans la vie. Si tu fais ça, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'il y en a qui le font. Je n'ai pas les papiers, je vais me mettre avec quelqu'un, je ne l'aime pas. Juste pour avoir les papiers. Mettons, après les papiers, tu fais quoi? Parce que n'oublie pas qu'il est créé aussi à l'image de Dieu. Parce que tu vas l'utiliser, lui, pour que toi, tu puisses avancer dans la vie. Tu ne vas jamais avancer. Donc, mets-toi avec quelqu'un que tu aimes déjà à la base. Et ça va t'aider à avoir les papiers et à avancer dans la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir ce mindset-là où toi, tu dois réfléchir pour utiliser ton semblable pour pouvoir avancer dans la vie. Tu ne vas pas avancer. Et moi, je n'ai pas pensé à ça parce qu'on m'avait donné cette possibilité. J'ai dit non, je ne t'aime pas. La personne même m'a regardé comme ça, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il dit non, je t'aime pas. Je me mets avec toi. Après les papiers, on fait quoi? Après les papiers, on fait quoi? Donc, il y a ça aussi. Il y en a qui ont des vies bloquées, qui ont des vies brisées parce qu'ils ont brisé des gens. Ils ont brisé des vies pour pouvoir avancer, pour pouvoir, eux, devenir quelqu'un. Tu ne vas jamais devenir quelqu'un. La deuxième question, si tu peux me... Oui, la deuxième question concernait les jeunes filles aujourd'hui qui vont trouver, ou bien les personnes, les jeunes femmes, les femmes qui vont trouver toutes les limites possibles pour pouvoir prétexter, entre guillemets, pour ne pas se lancer. Parce que soit il y a déjà trop de magasins africains ouverts partout, est-ce que ça fonctionne vraiment? Il y a trop de restaurants, est-ce que ça fonctionne? Moi, ce que je peux dire à une femme, je peux dire à une jeune fille, très souvent, il y a l'orgueil qui fatigue beaucoup de nos frères et sœurs. L'orgueil démesuré, parce qu'ils ne veulent pas commencer tout doucement, ils ne veulent pas aller étape par étape, ils veulent avoir tout en même temps. Parce que moi, j'ai commencé étape par étape, je n'ai pas tout lu. Comme on l'a si bien dit dès le début, j'ai commencé dans la rue à donner des flyers aux gens dans la rue. J'ai donné des flyers jusqu'au point où il y a une dame qui m'a dit « Oh, fous-moi la paix, dégage !» Le jour-là, j'ai pleuré dans la rue. Parce qu'elle était quelqu'un de très timide, de très, très, très réservé. Et là, ça m'a brisé. Elle me dit « Mais tu as arrêté, tu fous quoi ?» Mais je te dis « Dégage, non ?» J'ai donné d'eau, je lui ai donné d'eau. Même pour placer un pas pour aller chez moi, je n'arrivais pas, je tremblais. Mais ça ne m'a pas fait baisser les bras. Parce que je suis rentrée chez moi, ce jour-là, je n'ai pas pu coiffer, j'ai pleuré. Mon mari m'a calmé, il m'a dit « C'est quoi ?» J'ai dit « Non. » Je me suis dit, ce n'est pas elle qui va m'empêcher de continuer.
Parce que si j'avais regardé à ça pour dire non, je ne descends plus dans la rue pour donner des flyers, j'ai fait des bonnes connaissances, j'ai connu des bonnes personnes, des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui étaient là. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé, même pour ouvrir le cabis et tout. J'ai une amie qui m'a aidé parce que je suis allée moi-même, les mêmes dossiers, on m'a dit non, je vais avec elle, avec son mari qui est européen, le même dossier passe. Donc on a des blocages comme ça, mais il ne faut pas regarder à cela, il faut se lever et puis se battre. Il faut se dire que je commence petit à petit, même si on m'humilie dans la rue, même si je vais dans des administrations que moi je vais, que ce n'est pas possible. Trouve, peut-être tu as une copine qui est avec un Européen. Dis-lui d'aller à ta place. Donc voilà. Et puis, est-ce que tu es obligé d'ouvrir un magasin tout de suite? Est-ce que tu es obligé d'ouvrir un restaurant? Non. Tu peux commencer à la maison, mais en étant déclaré. Pas faire des choses aux blagues, parce que l'USAF va te tomber là-dessus. Déclarer, mais fais des choses dans les normes. Maintenant, est-ce que tu es obligé d'ouvrir un magasin africain? Est-ce que c'est dans ça que Dieu veut te bénir? Parce qu'il faut voir dans quoi Dieu veut te bénir, dans quoi Dieu veut ouvrir les portes pour toi. Parce que chacun a un truc, c'est-à-dire on est né, on a un endroit où Dieu veut nous bénir. On a quelque chose dans lequel Dieu veut ouvrir les portes. Mais c'est dans quoi? Interroge ton Dieu. Il y a des franchises. Un moment, j'avais vu des franchises comme le Waffen et tout. Je voulais ouvrir un truc de franchise. La personne même qui a ouvert la franchise est en Belgique. C'était des trucs à quoi? Il fallait avoir 5 000 euros à l'époque, 5 000 ou 7 000 euros. Mais c'est des choses qui rapportent. Il y a pas mal de choses dans lesquelles on peut investir et tout. Il y a les stations et tout, d'essence aussi, où c'est bien payé et tout. Il faut donner peut-être un apport de 7 000 ou 15 000 euros. Tu déposes et tout. Tu peux avoir un salaire de 3 000 et quelques euros. 5 et 4 000 et quelques euros, bien avant d'ouvrir les magasins. C'est-à-dire c'est des choses comme ça que j'ai. Voilà. Donc, est-ce que si c'était à refaire, tu referais le même parcours? Si c'était à refaire, je vais refaire le même parcours. Et même si on doit m'enlever tout ce que j'ai, comme je dis souvent, même si on doit m'enlever tout ce que j'ai, qu'on me dépose encore à Abidjan, je sais par quoi je peux commencer pour pouvoir atteindre encore ce stade-là. Et quelle est l'erreur que tu ne referais plus? L'erreur que je ne ferai plus. Parcours parfait. L'erreur que je ne referai plus. Mais quelle est la chose que tu ferais autrement dans ton parcours entrepreneurial? Se former. Se former parce que c'est tellement important ici de se former, de connaître certaines choses, de ne pas rester là à apprendre sur l'état. Parce que quand on apprend sur l'état aussi, on met du temps à pouvoir comprendre certaines choses, certains trucs et tout. On a des nœuds à des endroits. Or, quand on va à l'école, quand on se fait former, même si c'est des formations de 6 mois, de 1 année, de trucs et tout, il faut se donner les moyens. C'est vrai que c'est pas évident. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le temps, tu n'as pas le temps. Tu travailles 5 jours par semaine. Tu as 2 jours. Il ne faut pas passer les commandes. C'est toi qui es au four au moulin. Donc, c'est pas évident. D'accord. Donc, on est arrivé presque au terme de notre émission. Et je te remercie, Mariam, en tout cas, pour ton énergie, pour ton parcours impactant et pour ta vision que tu as su partager avec nous. Alors, Mariam, une dernière question pour toi avant qu'on ne termine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je veux dire, quand tu restes, je pense, pour un entrepreneur, ça ne finit jamais. Quand on a commencé, on ne veut jamais s'arrêter. Parfois, on se dit, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que je veux être libre demain. Mais finalement, l'entrepreneur n'est jamais libre parce qu'il est toujours en quête d'une nouvelle chose. Toi, c'est quoi ta quête aujourd'hui? L'immobilier. Dans l'immobilier. Parce que je me dis, comme on le dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Exactement. Donc, voilà. C'est l'immobilier qui me passionne naturellement. Ça me drive, ça me fait voyager. Un beau investissement. Exactement. Tu veux investir et voir ton argent travailler pour toi. Vraiment. Franchement, on a toute envie d'investir. En tant que chef d'entreprise, tu as tout le temps des nouvelles idées. Mon mari me dit, c'est bon, ça suffit, c'est bon. Super. Est-ce que tu proposes des accompagnements pour une jeune femme qui souhaiterait, par exemple, se lancer, que ce soit dans faire son restaurant ou alors son salon de coiffure ou alors son magasin africain? Est-ce que tu proposerais ce genre d'accompagnement personnalisé? Oui, oui. J'ai des accompagnements et tout. Du début jusqu'à la fin, te suivre et tout.
te dit comment il faut faire et tout, parce que moi je suis passée par là, je sais ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à ne pas faire, et puis j'ai cette capacité-là de booster quelqu'un, de te donner cette joie, cette envie-là et tout, de te lancer. Donc voilà. Donc, en gros, la personne achète et le coaching et l'accompagnement. Exactement. Franchement, suivez-la. Donc, Mariam, on la retrouve sur ces plateformes. Ton TikTok, c'est Canaan Exotique. Canaan Exotique. On va mettre dans les commentaires. Et on te joint à quel numéro? Est-ce que tu as un numéro ou un site? J'ai le numéro dans ma bio. Sur le TikTok, j'ai un numéro et joignable uniquement sur WhatsApp. Vous m'envoyez des messages. Et j'ai un site internet aussi en ligne. Je n'arrête pas. J'ai un site internet et tout en ligne où je vends j'ai plus de 800-900 produits partout dans le monde. Là, je viens de livrer à... j'ai un colis qui est parti en Roumanie. Je livre en Italie, au Maroc, souvent les gens commandent, mais un peu partout. Même en Russie, si tu veux et tout, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire que Mariam, donc, tu peux rester là, même en Ukraine, tu peux aller livrer. Oui, même en Ukraine. Eh ben, dis donc. Tu es assis chez toi et puis ça arrive. En Allemagne, j'ai fait partie des colis et tous les gens commandent. Un peu partout. Donc, en vrai, quelqu'un qui a regardé cette émission, quel que soit le lieu dans lequel la personne se trouve, peut commander chez toi. Il peut commander chez moi. Et puis, j'ai ma marque aussi de Canaan Exotique en huile de palme, en farine de manioc, d'igname et tout. Parce que j'ai un entrepôt de gros. Je fais venir des conteneurs d'un peu partout, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Je fais du gari. Au moins, on sait ce qu'on mange parce que ce sont nos produits. Donc, je ne cautionne pas que nos produits, c'est d'autres personnes qui vont fabriquer nos produits. Non, c'est nous qui mangeons nos produits. Donc, c'est nous qui devons fabriquer nos produits. Chikwang, Bobolo, Miondo et Ndolé, Saka Pondou. Je fais venir par conteneur. J'ai ma marque. Donc, vous allez voir Canaan Exotique, poudre de gombo. Mais je ne peux pas citer, il y a tellement de produits. Donc, pour vous dire que c'est une marque déposée et puis c'est une référence. Comme je dis, c'est la référence de Metz. C'est la référence. On ne dit pas référence juste du bout des lèvres, mais parce que c'est vraiment ça. En tout cas, je suis rassasiée de connaissances et je suis très contente de t'avoir reçu sur ce plateau. Avant que tu ne partes et avant que l'émission ne s'arrête, on a prévu quand même un petit cadeau pour toi. C'était caché. Ah là 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 là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh! Mariam, oui. Ce cadeau, c'est le symbole de la femme que tu es. C'est le symbole de la référence que tu es pour toutes les jeunes filles qui vont te suivre. C'est le symbole de l'inspiration que tu auras pu créer dans le cœur au moins d'une personne. Parce que je pense que tu n'as pas besoin d'impacter la terre entière. Tu n'as pas besoin d'être le Bill Gates dans le monde entier. Mais tu as juste besoin d'impacter une personne. De faire la différence et de se dire que cette personne qui a ouvert un restaurant, qui a ouvert un magasin ou qui a ouvert un salon de coiffure, c'est parce qu'elle a suivi tes traces, qu'elle a suivi tes traces. Donc, je souhaiterais que tu détaches quand même pour que tu puisses lire le mot. Et c'est ce mot-là qui, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que je te vois. Et je souhaiterais que tu lises cette phrase à haute voix pour que, ensemble, les autres femmes qui vont te lire puissent t'identifier à celle que j'identifie. Là, ici, émue. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis très, très, très émue. Franchement, je vais ouvrir. Et pendant que j'ouvre le cadeau, j'ai une idée qui m'est venue parce que sur ma plateforme, je booste les femmes, j'aide les femmes à entreprendre. Je voulais dire à une femme ici et tout, s'il y a des restaurants asiatiques un peu partout, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont liés. Donc je veux dire à une femme, c'est pas parce que Mariam a ouvert un restaurant que toi tu ne dois pas ouvrir le restaurant. Si tu es passionné, si tu aimes, pourquoi ne pas ouvrir? On doit pouvoir ouvrir des restaurants africains un peu partout. On doit pouvoir se démarquer, c'est-à-dire que la cuisine africaine doit faire le tour du monde. Pas le tour de Metz, ou bien de l'Europe, mais le tour du monde. C'est-à-dire que tu te lèves, tu vas à Taïwan, au Vietnam, tu dois pouvoir manger africain et voir africain. Tu vas en Tunisie, tu dois pouvoir manger africain et voir africain. Donc il faut entreprendre, il faut se lancer. Il n'y a pas d'animosité entre nous, il n'y a pas de jalousie. Et moi je ne comprends pas quand quelqu'un entreprend et l'autre qui fait la jalousie. Non, va vers la personne. Quand tu n'as pas compris, il y a des gens qui sont talentueux, qui ont un don. C'est inné. Donc, tu n'as pas besoin de jalouser la personne, tu n'as pas besoin de te nerver contre la personne, tu n'as pas besoin de, entre guillemets, dire non, elle est orgueilleuse, elle est ceci. Non, fais le pas vers la personne. Va vers la personne. Va vers la personne. Et tu verras que
Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Donc, on va te lire le mot de derrière. Au moins, la tasse ne se cassera pas. C'est pour ça qu'on a pris au moins une en inox. Alors, est-ce que tu peux lire? J'ai des problèmes avec les yeux. Alors, donc, moi, je vais lire. Apparemment, à un certain âge, les yeux. Ah, non, maman. De zéro à l'ouverture de multiples portes, ton parcours rappelle à chaque femme que croire en soi est le plus bel investissement. Et aujourd'hui, Mariam, tu as cru en toi et tu as fait de merveilles. Et on est fiers de toi. Merci. On est fiers de l'étoile que tu es pour les femmes et on te souhaite de toujours briller afin que ta source et ta lumière puissent luire d'autres femmes qui vont te regarder et qui vont te suivre sur ces différentes plateformes, TikTok, Facebook, parce que Mariam, elle est en feu en tout cas sur les réseaux sociaux. Elle poste tous les jours et elle est en en feu, elle est là sur ces plateformes Cana Exotique et on se dit certainement à la prochaine. D'accord, merci, vraiment merci, je suis touchée, merci pour le cadeau, merci pour tout. Et c'est un privilège. C'est une joie pour moi de parler de mon parcours, de partager ce parcours-là et tout. Et puis de dire que c'est main dans la main, tous ensemble, qu'on peut arriver. C'est main dans la main qu'on peut devenir grand et tout. Si les autres sont devenus grands, pourquoi pas nous? C'est d'avoir confiance en nous, c'est de croire en nous, de ne pas regarder à la jalousie, à la haine et se dire que si l'autre a fait quelque chose qui te plaît. Moi, j'avais ouvert une cabine téléphonique en Côte d'Ivoire, comme j'avais dit, où les minutes étaient à 500 francs la minute. Et c'est quelqu'un qui avait ouvert. Je suis allée vers la personne, je n'ai pas eu honte. Je ne me suis pas dit que non, je vais le jalouser. Je suis allée, je lui ai dit, tu sais, j'adore ce que tu fais. Je t'admire. Je suis impressionnée. Je veux faire comme toi, mais pas ici à côté de toi. Je vais faire dans une autre commune. Il était tellement touché, il était tellement ému. Il m'a dit, va, fais comme ci, comme ça. Et j'ai été la première aussi à ouvrir la cabine téléphonique dans mon quartier. Donc, pour vous dire, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que quelqu'un qui a pu réussir, qui a pu s'en sortir, on n'est pas là pour fermer la porte aux autres. C'est pour que, c'est-à-dire que quand toi tu es en haut, pour pouvoir tirer les autres vers toi. Mais si vous ne venez pas vers nous, comment nous on peut savoir que vous avez besoin d'avancer? Mariam a beaucoup de choses à dire. C'est une source, c'est une bibliothèque, c'est un Wikipédia de l'information. En tout cas, c'est très bien parce que quand quelqu'un est rempli, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de déverser. Donc, n'hésitez surtout pas à la contacter. On va aussi laisser son numéro dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui voudront la joindre, n'hésitez surtout pas. Alors, pour conclure, moi, j'aimerais dire que je crois en la femme qui ose. Je crois en la femme qui commence sans tout savoir. Mariam a commencé sans tout savoir. Elle a appris sur le tas. À la femme qui tombe, qui se relève et avance avec grâce et détermination. Je crois en la femme qui investit en elle-même avant d'investir ailleurs. Donc merci beaucoup Mariam d'avoir partagé ce moment. Je suis très honorée. Tu m'as inspirée et j'espère que tu inspireras beaucoup d'autres femmes. À bientôt. À bientôt. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir fait confiance aussi.